Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, No Time to Die, mourir peut attendre, enfin le dernier James Bond, le 25e de la saga, le dernier de l'ère Craig qu'on a attendu, reporté maintes et maintes fois à cause de ce foutu Covid-19, ça y est, il est enfin là. Et est-ce que le résultat est à la hauteur des attentes, en tout cas pour un fan de James Bond? Eh bien, pour moi, la réponse est non. Je suis désolé, voilà, ça va commencer très très mal, je vous le dis très sincèrement, et croyez-moi que ça me fait bien chier parce que ce film, je l'attendais, alors non pas comme le Messie, peut-être pas exagéré, mais je l'attendais énormément. Bien sûr, quand on adore la saga, c'est très très compliqué. Et là, le souci, c'est que il y a des choses bien dans ce film, voilà, mais ça se partage un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des choses bien, on va en parler, et alors des partis pris, quoi, que vraiment j'ai eu du mal à supporter, des ratages, disons-le même très clairement, et c'est tellement dommage parce que effectivement, c'est le film qui signe la fin d'une ère, la fin donc de l'ère Craig, et donc il s'agissait quand même de partir en apothéose, de partir en beauté, et très sincèrement, je trouve que là-dessus, le film ne tient clairement pas ses promesses, c'est dommage. Alors, dans une première partie, je ne spoilerai pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester si vous n'avez pas encore vu le film, vous allez avoir mon avis global sur le film, et ensuite je spoilerai, je vous avertirai quand je spoilerai. Alors, tout d'abord, ce qui est assez fabuleux, le film quand même commence très très bien, parce que on a une scène pré-générique qui va durer entre 20 et 25 minutes, ce qui est absolument dantesque. Donc là-dessus, je dirais que pour un final d'une ère, donc l'ère Craig, je trouve ça très bien. Et surtout que cette séquence, même si parfois on pourrait lui reprocher de partir un petit peu dans plusieurs sens différents, enfin en tout cas, il y a une espèce d'ascenseur émotionnel comme ça qui est en train de se jouer dans cette scène pré-générique, j'en dirai pas plus, c'est quand même d'une efficacité redoutable. Et là, tout le talent de Fukunaga, pour moi, est totalement bien mis en avant. Ça justifie justement son boulot sur ce dernier opus. Et je dirais que lui, globalement, sur tout le film, fait bien le taf. C'est pas le problème de Fukunaga pour moi, pour le coup. Mais c'est vrai que la scène pré-générique, elle est absolument dingue. Et puis, ensuite, les choses commencent sérieusement à se gâter pour moi parce qu'on a le générique. Et ouais, le générique. Billie Eilish, la chanson du générique, qui est absolument à chier, voilà, je vous le dis très sincèrement. Alors, c'est vrai que je l'avais entendu il y a à peu près 1 an et demi, et j'étais pas très convaincu. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce morceau, là, je sais pas, bon, en plus je la connaissais pas, bon bref, enfin je la connaissais à peine, ça faisait un peu chanteuse dépressive, comme dit ma fille, elle a pas tort. Et le truc, c'est que là, je trouve que c'est une catastrophe. Voilà, disons-le, c'est pour moi la pire, mais le pire générique de toute la saga. Voilà, disons-le, en 25 films, c'est le pire générique de toute la saga. Pourtant, il y en a eu des moins bons génériques, c'est vrai, il y en a eu évidemment des chefs-d'œuvresques, et puis il y en a vraiment qui sont moins bons, mais pas à ce point-là de nullité, vraiment, mais c'est insipide là, clairement. Même le générique du Brosnan avec Madonna, il était mieux. Là, ça se veut plus ou moins Skyfallesque un petit peu, mais c'est insipide au possible. Même le design du générique, il est pété. Alors que ça fait partie de la tradition James Bond, parce que James Bond c'est une tradition. James Bond c'est un pré-générique, c'est le générique, et ensuite le film commence. Et le générique est super important. Alors quand tu vois, si tu veux, quand tu entends la chanson à part comme ça 1 an et demi avant, tu t'en fous. Et après, quand c'est inclus au film et que ça fait partie de cette tradition bondesque, et là, clairement, il y a quelque chose qui ne passe pas, et je dirais que ce générique, clairement, est à l'image du film. Mais pourquoi ils sont allés la chercher, elle, quoi? C'est pas possible. C'est clairement nul. Mais vraiment, c'est le pire générique, quoi. Heureusement, après, on a un film qui, limite, coche toutes les cases du film bondien, et je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de courses-poursuites, de scènes d'action incroyables, on a une réiconisation du personnage de Bond qui est plutôt sympa, on va avoir des introductions de personnages qui sont plutôt bien, mais sur la longueur, qui sont, pour moi, hyper mal écrites. On va y venir dans la partie spoiler, vous inquiétez pas. Mais on a, je dirais quand même, une première partie, si on fait fi de tout ça, on a quand même une première partie qui se tient très bien, parce que là, Fukunaga se dit, putain, j'ai l'occasion de réaliser un James Bond, je vais y aller à fond, et voilà, je vais cocher toutes les cases, mais quelque part, c'est exactement ce qu'on attend, et quelque part là-dessus, je dirais qu'on n'est pas déçu. Donc, je dirais que No Time to Die, sur une première partie de film, même si on commence à entrevoir des problèmes de rythme, des petites longueurs,
faute à une histoire qui est quand même pas ouf, disons-le, par rapport, je dirais, à un Skyfall ou un Casino Royale, ça va. C'est quand même, je trouve que cette première partie se tient très très bien. Et finalement, qu'elle fait bien office de suite à Spectre. Alors Spectre, après, tu as le droit d'aimer, pas aimer, mais en tout cas, elle respecte bien le cahier des charges par rapport au film d'avant, et ça là-dessus, c'est quand même assez fort. Alors ensuite, c'est très compliqué de parler du film sans spoiler, je vais pas spoiler encore tout de suite, je vous dis juste, voilà, l'avis général, avant de rentrer vraiment dans les petits détails. Pour moi, ce n'est pas un film qui m'a réellement convaincu, c'est même un film qui m'a un peu déçu, disons-le, même beaucoup déçu. Moi, je veux bien qu'on soit très euphorique de retourner en salle, de retourner au cinéma, et c'est très bien que les cinémas cartonnent et qu'elles fassent le plein, je suis très content pour le cinéma. Après, c'est pas non plus un prétexte pour valider absolument tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'on revient en salle. Et là, le problème du Bond, c'est que oui, ok, c'est très spectaculaire, c'est ci, c'est ça, oui, là-dessus, on peut pas dire le contraire, mais il y a tellement de choses où tu te dis à chaque fois, dommage, oh non, là c'est raté, oh non, le parti pris. Il y a des partis pris dans ce film, moi je pense en tout cas, pour un fan de Bond, qui sont clairement intolérables. Mais bon, après c'est moi, c'est peut-être le côté archi fanboy qui parle. Je dis pas, mais je trouve vraiment que y a des choses, ils ont osé, alors ouais, ils ont osé, ah c'est super, oh là là, ils ont osé faire des choses incroyables, parce que maintenant le truc c'est d'oser de faire des trucs incroyables avec des grosses licences. C'est bien, ça a démarré avec Star Wars 8, bon là et ça continue tout le temps, on l'a vu avec Terminator Dark Fate, on l'a vu avec, voilà, le truc c'est d'oser défier les règles, c'est d'oser faire n'importe quoi. Moi, je veux bien tout ça, quoi. Mais à un moment donné, faut soit que ce soit hyper cohérent. Si tu veux foutre le bordel dans une saga, moi je veux bien. Il faut que ce soit hyper cohérent. Il faut que ça reste cohérent malgré le bordel que tu fous. Mais c'est pas évident. Soit, je sais pas, tu t'arrêtes, quoi. Tu fais pas de reboot, tu fais pas de suite. Tu t'arrêtes là, quoi. Voilà. Et là, tu sens vraiment ce délire, cette mode hollywoodienne là en ce moment, de faire des suites, faire des reboots, faire des machins, et faire absolument n'importe quoi, sous prétexte de risque, sous prétexte de surprendre à tout prix le spectateur, et c'est exactement le gros problème pour moi de No Time to Die, quoi. C'est vraiment ce problème-là. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage que ça se fasse comme ça. Moi, j'ai juste envie de leur dire, si vous voulez pas respecter le matériel de base, bah ne le faites pas, quoi. Voilà, tout simplement. Ne le faites pas. Sinon, bah respectez-le un minimum. Alors, il y a quand même des choses bien, et on va le voir dans la partie spoiler, il y a des choses qui sont sympas. Commencez pas à me dire « tu n'as fait que détester le film », parce qu'il y a quand même des choses qui sont très bien. Mais voilà, globalement, non, je suis extrêmement déçu de No Time to Die. Ça, faut quand même le dire. Alors maintenant, on va passer tout de suite à la partie spoiler. Accrochez-vous bien. Attention, si vous n'avez pas vu le film, vous quittez la vidéo dès maintenant. Spoiler, 3, 2, 1... la mort de James Bond. Alors voilà, le gros parti pris, un peu couillu, on va dire, voilà, pris par donc les scénaristes, Purvis, etc., validé évidemment par la productrice Barbara Broccoli, Fukunaga et compagnie. Voilà, très bien, la mort d'une icône. Bon, avec laquelle, je vais vous dire très sincèrement, je ne suis absolument pas d'accord. Alors, je peux rien faire, le film est fait, c'est comme ça, il va falloir que je m'y fasse, mais pourquoi je ne valide pas cette prise de risque? Pourquoi je ne valide pas ça? Tout simplement parce que y a deux choix qui se dessinent. C'est-à-dire que soit tu fais mourir James Bond. Faire mourir James Bond, c'est sacrément couillu. Soit tu as un plan derrière, et le plan derrière, c'est quoi? C'est de ne pas faire de suite à James Bond. C'est de ne pas nous sortir le coup du reboot dans 2 ans. C'est de ne pas nous dire, mais non, mais t'inquiète, en fait, il y aura un autre James Bond et tout ça, parce que dans la saga de James Bond, jamais James Bond n'a été tué. Donc je ne vois pas l'intérêt de tuer une icône, si tu veux, comme James Bond, et de nous ressortir 3 ans après, attends, on va le rebooter, tu vois. James Bond ne meurt jamais, quelque part, voilà, et c'est ça, tout le délire de James Bond, c'est pour ça qu'on aime James Bond, justement, c'est parce qu'il ne meurt jamais. Là, ils ont décidé, évidemment, de le faire mourir en grande pompe, etc. Alors, franchement, je ne valide absolument pas ça, à moins que tu aies un plan derrière, mais le plan derrière, ça va être quoi? Ils vont nous dire que dans 2 ans, ils rebootent le truc, ils nous donnent un autre personnage, et donc, dans ce cas-là, je ne vois absolument pas de l'intérêt de le tuer. Tu peux mettre une fin à la saga Craig, puisque finalement la saga Craig, si on regarde de plus près, c'est un Bond à l'intérieur de la saga, c'est-à-dire qu'en fait, on remonte aux origines du personnage et on fait, on évite de faire des épisodes loners et on suit un véritable fil rouge. J'adore l'idée, ça avait commencé donc avec Casino Royale. Mais c'est pas parce que tu lui donnes un arc narratif à ce Bond qu'il faut que tu tues le personnage.
Surtout que, pour moi en plus, ça ne tient absolument pas debout, dans le sens où, à partir de Casino Royale, on remonte aux origines de Bond. Donc en vérité, tout le fil rouge que tu vois dans l'ère Craig, ce sont les origines, quelque part, entre guillemets, de Bond. Bon, même si après, il devient Bond à partir du premier film. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est clairement avant les autres films. Donc, je ne comprends même pas la logique de tuer un personnage à la fin de No Time to Die. Pour moi, c'est un non-sens total. Mais tout ça pour faire, voilà, dans le spectaculaire. Et puis surtout, en plus, tu tues un personnage à l'issue d'une histoire qui est quand même pas terrible, quoi. Qui est quand même pas ouf, quoi. Moi, je veux bien que tu tues ton personnage, qu'il parte comme ça, tel le héros, voilà, qui ne pouvait rien faire à part mourir. Mais à ce moment-là, tu me le mets dans une histoire, mais absolument dantesque. À la limite, tu m'aurais fait mourir James Bond à la fin de Skyfall. Je t'aurais dit, bon, pour moi, James Bond ne meurt jamais, mais à la limite, j'aurais été prêt à accepter, si tu veux, l'idée. J'aurais dit, ouais, parce que là, le scénario était tellement dingue. La mise en scène, la façon dont ils remettent en question le personnage de Bond, que tu me le fasses mourir à la fin de cet opus, je te dis, bon ok, c'est couillu, je sais pas si je suis chaud pour le voir mourir, mais en tout cas, ouais, là je trouve que ça se justifie totalement. Alors que là, ça se justifie absolument pas. Ils essayent évidemment de tout justifier, voilà, à travers cette espèce de sacrifice, mais tout ça est totalement factice, tu sens que tout ça est très très mal amené, c'est exactement ce que je reproche à cette mort. Donc non, je ne valide pas la fin évidemment de cet opus, je ne la valide pas pour les raisons que je viens de vous donner. Alors ensuite, on a quand même des choses bien, je dirais que dans la scène pré-générique, on a tout le flashback sur Madeleine, et d'ailleurs, on va s'attarder vite fait sur ce personnage de Madeleine joué par Léa Seydoux. Je trouve que finalement, contre toute attente, c'est un des points positifs du film. C'est-à-dire que là, je trouve que autant dans Spectre, elle m'avait un peu agacé, parce que bon, c'est vrai que Léa Seydoux, c'est quand même pas la meilleure actrice du monde, et je trouvais que bon voilà, c'était un peu le rôle de faire valoir et tout ça. Sauf que là, elle trouve, à mon sens, un peu tout son sens. C'est-à-dire qu'elle a le rôle justement du personnage qui va faire vriller un petit peu James Bond, et je suis pas contre cette évolution, on va en parler après. Le truc, c'est qu'elle a vraiment, ce personnage-là, elle n'est plus juste un vulgaire faire-valoir, elle a réellement quelque chose à faire, elle a vraiment un arc narratif, elle a vraiment quelque chose de très intéressant à jouer, et je trouve que quelque part, Léa Seydoux fait à peu près le taf. Voilà, c'est pas, voilà, je le redis, c'est pas la meilleure actrice du monde, c'est clair, mais au moins elle fait un peu, elle fait le taf. Voilà. Le truc, c'est que en plus, elle va donner une impulsion au personnage de Bond pour le faire évoluer. Et donc, ce qui était promis plus ou moins depuis Spectre, ça c'est archi respecté. Donc ça, c'est un des points positifs du film. C'est vraiment une des choses que j'ai le plus apprécié, c'est ce personnage-là. Qui va non seulement avoir un arc narratif à elle, et qui en plus va faire bouger les lignes par rapport au personnage de Bond qui n'est plus ancré dans une matrice bondienne, et ça c'est plutôt pas mal. C'est un risque aussi à prendre, ça va peut-être pas plaire à certains fans. Moi je dirais que ça m'a pas déplu, mais le souci de ça, c'est que ça aussi ses limites. Alors, moi j'aime beaucoup Craig, voilà, un peu comme ça, expression monofaciale, etc. Mais c'est bien que ça bouge aussi un petit peu. Et la façon de le faire évoluer m'a plu. Disons que je trouvais ça intéressant, mais le problème c'est que la promesse n'est pas tenue parce que justement ça remonte à ce que je disais juste avant par rapport à la mort de Bond. Moi je trouve qu'ils auraient dû justement aller dans ce sens-là et aller jusqu'au bout du délire. Oui, alors c'est vrai que Bond qui devienne papa, etc., qui soit totalement amoureux, c'est vrai que c'est très compliqué à accepter pour les fans de Bond, mais à la limite tu l'amorces dans Spectre, tu continues sur cette idée-là, à la limite tu finis le film presque comme ça. Et bon voilà, et pourquoi pas imaginer une fin comme ça. Le problème c'est qu'évidemment tout ça a ses limites parce que on quitte quelque part aussi le personnage de Bond quand tu fais ça. Et donc je peux comprendre que certains fans soient survénères, où ils vont se dire non, moi j'ai pas envie de voir Bond papa en train de changer des couches, etc. Pour moi Bond c'est pas ça. Et c'est vrai qu'à un certain moment, la façon dont le réalisateur Fukunaga va le mettre en scène, t'as plus l'impression de voir Bond, t'as l'impression de voir Daniel Craig dans un autre film. Tu vois, il est plus du tout en smoking, il est plus du tout, si tu veux, dans son apparence, si tu veux, de James Bond. C'est un peu dommage. Alors même si, effectivement, on te le justifie par le fait qu'il a perdu son matricule, etc. Mais je trouve ça un petit peu, voilà, ça a ses limites, si tu veux, cette idée, parce que je trouve qu'ils vont pas au bout de l'idée. Mais en tout cas, je trouve que finalement, la bonne surprise, contre toute attente, je trouve que c'est ce personnage de Madeleine qui est plus intéressant que les autres personnages, quoi, disons-le vraiment. En prenant ces partis pris extrêmement risqués, la mort de Bond, le faire évoluer vers un côté sympathique, mais ça je rappelle que ça avait déjà été fait, et d'ailleurs ils sont un peu malhonnêtes là-dessus parce que
ils reprennent certains thèmes du film avec Georges Lazenby, que j'adore, Au service secret de Sa Majesté. À 2 reprises, tu vas avoir les thèmes que t'entends. Hans Zimmer, à un moment donné, voilà, qui reprend le thème qu'on entendait dans le film avec Lazenby. Et à la fin, la musique avec Louis Armstrong, donc qui reprend également le thème qu'il y avait dans ce film-là. Et le truc, c'est que pour se dédouaner du fait qu'ils font évoluer le personnage, qui vont prendre des risques, ils te mettent ce thème-là pour dire « Hey, regardez !» Attention, hein, il y a eu des risques pris dans la saga James Bond, notamment celui avec Georges Lazenby. Sauf que, Georges Lazenby, il y en a eu un. Celui avec Georges Lazenby, il meurt pas à la fin. Et puis, ils ont décidé de faire mourir le personnage féminin pour qu'il reste, en fait, dans la matrice bondienne. Et c'est ça tout l'enjeu de Au service secret de Sa Majesté. Et c'est ça toute la différence. Et c'est pour ça que oui, ça c'est un grand film. Ça c'est un grand Bond. Parce qu'il y a une évolution du personnage. Il tombe amoureux, il se détend, etc. Donc oui, il y a une volonté de le faire évoluer. Il y a une volonté de lui faire exploser un petit peu tous les codes. Sauf que, à un moment donné, ils savent qu'ils sont obligés de le ramener. Et la seule façon de le ramener, c'est de tuer le personnage féminin pour lequel il est en train de tomber amoureux, quoi. Et c'est toute la différence. Donc, si tu veux, sur No Time to Die, je les trouve extrêmement malhonnêtes, la nouvelle équipe, parce que ils ont envie, quelque part, de raccrocher les wagons avec Au service secret de Sa Majesté, sauf que c'est complètement raté, quoi. Sauf que, vraiment, je trouve que la tentative de le faire, elle est juste annihilée par le fait que eux n'arrivent pas, quelque part, pour moi, à comprendre le personnage de Bond, à comprendre la légende Bond, en fait. Et c'est quand même les 2 scénaristes qui s'attaquent quand même à l'univers Bond depuis l'ère Brosnan. Je sais pas quelles consignes ils ont eu, quoi. Est-ce qu'ils ont eu des consignes de Barbara Broccoli? Est-ce que, voilà, comment ça s'est décidé? Ça, j'en sais rien. Mais il y a quand même une évolution, si tu veux, qui est bien, mais où je trouve qu'ils vont clairement pas au bout du délire, quoi. Voilà. Alors, ok, je comprends, ils veulent pas copier Au service secret de Sa Majesté, d'accord. Mais à ce moment-là, t'évites de le faire comme Au service secret de Sa Majesté. Et tu lui trouves une identité propre à ton James Bond. En tout cas, au final de ce James Bond. Surtout qu'évidemment, on fait le lien avec Blofeld. Bon, on voit un petit peu Christophe Waltz, pas assez longtemps à mon avis, hein, disons-le, mais c'est vrai que cette tentative de rendre Craig sympathique, marrant, un peu en mode air Roger Moore, disons-le, ça va peut-être déplaire, hein. Bon, moi ça va, j'ai trouvé que ça passait. Faut pas non plus en faire des caisses, et je trouve que ça va là-dessus, ils en font pas des caisses, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin des fois, un petit peu des vannes à la Roger Moore et tout ça, et c'est plutôt sympa parce que ça fait aussi un petit peu quelques clins d'œil comme ça à la saga. Sur les méchants, la déception totale. Alors les méchants, moi je suis désolé, bon, il y a évidemment Blofeld, mais Blofeld il était prévu qu'on le revoie pas, voilà, pendant 15 scènes, mais j'étais content de le voir parce qu'évidemment Christophe Waltz, on est toujours très content de le voir. Le truc, c'est que malheureusement, on le voit pas plus que ça, mais le peu qu'il apparaît, c'est efficace. Par contre, Rami Malek, la déception totale. Alors, pas dû à l'acteur, parce que moi, quand il nous teasait Rami Malek en méchant, j'étais super impatient, quoi. Je me disais, waouh, putain, Rami Malek en méchant, je pense que ça peut vraiment le faire. La douche froide, quoi. La douche froide. Dû à 2-3 pauvres scènes dans lesquelles il apparaît, et puis alors, voilà le plan du méchant, enfin... c'est vu et revu et revu et revu, quoi. Il y a rien derrière, quoi. C'est-à-dire que les mecs sont pas fichés. Ils ont repris un espèce de best-of comme ça, tu sais, des plans des méchants de James Bond, et vas-y, on te le remet sur Rami Malek. C'est une cata, vraiment. Et c'est une déception. C'est-à-dire que Rami Malek, il a beau faire ce qu'il doit faire, eh ben, il peut pas en faire plus que ça. Il peut pas apporter une dimension, si tu veux, quasi originale à un James Bond, au 25e James Bond, parce que on lui donne rien de plus que ce qui a déjà été fait 1000 fois avant, quoi. Et ça, c'est un véritable problème, c'est un véritable problème. Et donc Rami Malek, si tu veux, en méchant Safin, je sais pas quoi, c'est archi décevant, vraiment, mais vraiment. Ah, vraiment, j'en reviens pas, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais super attiré, j'étais justement super attiré par ce Bond, ne serait-ce que de voir Rami Malek. 3 pauvres scènes, ça y est, c'est terminé. Pareil pour un personnage qui aurait mérité beaucoup plus de scènes. Je pense au personnage de l'agent colombienne, donc joué par Ana de Armas, qui était superbe, vraiment, et j'adore ce type de personnage. Marrante, badass, sexy, tout ça, machin. Je trouvais ça absolument génial, et je trouvais que justement, en James Bond Girl, ça le faisait vraiment bien. Et le problème, c'est qu'on la voit de scène et merci, au revoir. Voilà, pareil. Alors que c'était la super idée du film. Et c'est tellement dommage. Mais non, à la place, on va en avoir une autre qui est juste insupportable, donc qui est celle qui prend le matricule de 007. Donc je sais plus comment elle s'appelle, bon bref, Nomi, et qui est juste mais tellement mal écrit. Alors déjà,
on n'est pas dupe, hein, on n'est pas dupe du militantisme, bon, femmes, noires, etc., machin, bon, ok, mais ça, c'est pas grave du tout. Je veux dire, à la limite, c'est même très bien si le personnage derrière est intéressant et bien écrit. Mais là, le problème, c'est que c'est même pas le cas. Là, le problème, c'est que ce personnage-là, il est mal foutu, on dirait un robot qui traverse le film de part en part, qui est juste au-dessus de Bond, juste pour l'emmerder, en gros, et il n'a pas d'autre fonction que ça. C'est un personnage totalement fonctionnel, qui n'a pas d'autre fonction que de servir un militantisme, et en plus derrière, qui n'a pas d'autre but que n'être rien du tout, à part juste être au-dessus de Bond et de l'emmerder, quoi. Parce que le personnage, il est super antipathique. Bon, moi, l'actrice, peut-être qu'elle joue très bien et tout ça, mais je la trouve archi antipathique, elle a rien à jouer. Et puis surtout, elle a même pas d'arc narratif, c'est-à-dire que ce personnage n'est même pas intéressant. Il est même pas intéressant. Tu me mets un personnage comme ça. Un personnage qui est censé reprendre, si tu veux, plus ou moins le flambeau de 007. Moi, je suis pas contre femmes, machin et compagnie, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais tu me le rends intéressant, tu me mets un arc narratif de dingue, tu me la mets perfectible, tu me la mets pas juste en espèce de Terminator, on dirait un robot. Non mais vraiment, c'est une catastrophe ce personnage. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc voilà les amis, malgré mes tentatives de trouver des choses bien, parce qu'il y en a, parce qu'il y a, voilà, il y a des scènes d'action absolument ouf, il y a le personnage joué par Léa Seydoux qui est très convaincant je trouve, Ana de Armas qu'on voit pas, c'est tellement dommage. Voilà, il y a des choses qui sont très bien, mais malheureusement qui sont noyées dans un paquet de mauvais choix. Disons-le, un paquet de mauvais choix, que ça vienne de la prod, du réal, des scénaristes, un paquet de mauvais choix qui pour moi ne font pas terminer cette saga Craig en beauté, et je retiendrai évidemment Casino Royale, je retiendrai évidemment le chef-d'œuvre Skyfall, même quelque part Quantum of Solace, oui c'est pas le meilleur d'accord, mais moi je l'aime bien, ouais, je le défends toujours un petit peu, je l'aime bien, il est pas catastrophique, faut pas exagérer, et puis Spectre non plus, ça va, ça se regarde, même si c'est vrai c'est pas le meilleur, mais alors pour moi No Time to Die c'est clairement presque celui qui est le dernier, quoi, voilà. C'est celui qui est le pire, et c'est dommage parce que c'était le dernier. Merde alors. Bon, voilà, c'est comme ça, on s'en remettra. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.